Histologie de l'appareil respiratoire. Introduction. L'appareil respiratoire assure les échanges gazeux entre le sang et l'air ambiant, c'est-à-dire l'hématose. Il est constitué de 3 parties qui sont les voies aérophores, les poumons et les plèvres. Les voies aérophores regroupent les voies respiratoires extra-pulmonaires qui sont les fosses nasales, le rhinopharynx, le larynx, la trachée et les bronches souches. Les voies respiratoires intrapulmonaires sont les bronches et les bronchioles. Les poumons sont des masses spongieuses où s'effectuent les échanges entre le sang et l'air ambiant, plus exactement au niveau des alvéoles pulmonaires. Les plèvres, ce sont les séreuses pleurales qui entourent les poumons. Origine embryologique. Les fosses nasales sont d'origine ectoblastique. Le reste des voies respiratoires et les poumons sont d'origine ontoblastique. L'ontoblaste va donner toutes les structures épithéliales plus l'épithélium glandulaire et d'origine mésoblastique pour le conjonctif. Donc, toutes les structures épithéliales, que ce soit épithélium de revêtement ou bien l'épithélium glandulaire, est d'origine ontoblastique. Et les structures conjonctives sont d'origine mésoblastique. Les plèvres sont également d'origine mésoblastique. Le développement de l'arbre trachéobronchique et les poumons. L'organogenèse. À la 4e semaine du développement embryologique, l'ébauche de l'appareil respiratoire apparaît sous forme d'une excroissance à la face ventrale de l'intestin antérieur. On appelle cette ébauche respiratoire le diverticule respiratoire. Donc voici l'aspect d'un embryon au cours de la 4e semaine du développement embryologique. Donc en bleu, vous avez l'épiblaste, en vert, vous avez l'intestin primitif. À la face antérieure, donc vous avez l'intestin, tout ça c'est l'intestin primitif, la partie antérieure de l'intestin primitif, à sa face antérieure, il va y apparaître une excroissance qui va donner donc l'appareil ou l'arbre trachéobronchique. On appelle cette excroissance ou diverticule le diverticule respiratoire, qui est l'ébauche respiratoire qui va donner tout l'arbre trachéobronchique. Initialement, le diverticule respiratoire s'ouvre largement dans l'intestin antérieur. Puis, il se sépare de l'intestin antérieur par 2 crêtes latérales appelées les crêtes osotrachiales qui fusionnent sur la ligne médiane et forment le septum osophago-trachéal. Donc, vous avez sur une vue en face de l'intestin antérieur, donc en arrière, vous avez l'ontoblaste qui forme l'intestin antérieur et en avant, vous avez le diverticule respiratoire. Initialement, ce diverticule respiratoire, on va le voir sur une vue de profil. Donc, initialement, il s'ouvre largement au niveau, donc largement dans l'intestin antérieur. Donc, il n'y a pas une séparation entre le diverticule respiratoire et l'intestin antérieur. Par la suite, il va se former des crêtes latérales de part et d'autre pour séparer. Donc, pour former 2 tubes, un à la face antérieure et un autre à la face postérieure. Donc, par la formation de 2 crêtes latérales, on appelle ces 2 crêtes les crêtes osotrachiales. Ensuite, ces 2 crêtes fusionnent sur la ligne médiane pour séparer complètement l'intestin antérieur primitif en 2 tubes. Un tube qui va se localiser à la partie antérieure et un deuxième tube à la partie postérieure. Donc l'intestin antérieur va former 2 tubes. À la partie dorsale, il va former l'œsophage et à la partie ventrale, il va donner le bourgeon trachéobronchique qui va donner tout l'arbre trachéobronchique chez le fœtus. Le diverticule respiratoire s'allonge vers l'extrémité caudale. Il se divise en 2
pour former 2 bourgeons bronchiques primitifs au cours de la 5e semaine du développement. Puis, donc, vous avez le diverticule respiratoire va initialement vers la 5e semaine, il va former 2 bourgeons. Donc, c'est les bourgeons. Donc, voici 2 bourgeons. C'est les bourgeons bronchiques primitifs. Ensuite, le bourgeon qui se trouve à droite va donner 3 bourgeons et le bourgeon qui se trouve à gauche va donner 2 bourgeons. Par la suite, chaque bourgeon néoformé va se diviser en 2. Donc, chaque bourgeon de ces bourgeons va donner 2 autres bourgeons bronchiques. On appelle ce type de division une division dichotomique. Donc, par la suite, cette division va entraîner la formation de tout l'arbre bronchique qui va former l'appareil respiratoire. Donc, les bourgeons bronchiques primitifs se divisent en 2 bourgeons lobaires, en 2 bourgeons lobaires à gauche et en 3 bourgeons lobaires droite. Donc, voici 3 bourgeons lobaires à droite et 2 bourgeons lobaires à gauche. Ensuite, les divisions se poursuivent de façon dichotomique. J'ai dit que par la suite, chaque bourgeon se divise en 2. On appelle ce type de division une division dichotomique. Atteignons 17 divisions vers le 6e mois pour donner les voies aérophores intrapulmonaires. Donc, chez un fœtus de 6 mois, on trouve que l'appareil respiratoire est formé de 17 divisions. Maintenant, on va voir la systématisation de l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire comporte 2 composants, exception faite des voies aériennes supérieures, les fosses nasales et le rhinopharynx. Donc, on a les voies aérophores proprement dites, qui sont le larynx, la trachée et les voies bronchiques. Deuxièmement, le poumon. Le poumon est subdivisé en unités histologiques. Donc, l'unité de description du poumon s'appelle le lobule pulmonaire. Donc, les poumons sont formés par plusieurs lobules pulmonaires. Les voies trachéobronchiques se distinguent selon leur topographie et leur calibre en. Donc, vous avez les voies extrapulmonaires dont leur calibre est de 10 mm. Ces voies extrapulmonaires sont la trachée et les bronches souches. Ensuite, vous avez les voies intrapulmonaires extralobulaires. Leur diamètre est un peu plus petit, il varie de 1 jusqu'à 10 mm. Donc, en intrapulmonaire et extralobulaire, on va trouver les grosses branches, les branches moyennes, les branches interlobulaires et les branches suslobulaires. Maintenant, les voies intralobulaires, on a dit que le lobule, c'est l'unité histologique qui forme le poumon. Donc, les voies qui se trouvent à l'intérieur, on les appelle des voies intralobulaires ou encore les bronchioles. Le calibre de ces voies aériennes est de l'ordre de 1 mm. Donc, en intralobulaire, on va nommer ces conduits aériens en bronchioles proprement dites, qui, en se divisant, va donner les bronchioles terminales. Et par la suite, on a les bronchioles respiratoires. Et à partir des bronchioles respiratoires, on va avoir par la suite les alvéoles. Donc, les alvéoles vont s'insérer sur les bronchioles respiratoires. Maintenant, on va voir la structure histologique de la muqueuse respiratoire. La muqueuse respiratoire est à peu près identique tout le long des voies aérophores. Elle comporte un épithélium respiratoire avec 2 types de cellules. On a les cellules ciliées et les cellules caliciformes ou appelées encore cellules à mucus ouverte. Donc, la muqueuse respiratoire, lorsque je dis muqueuse, chaque muqueuse est constituée d'un épithélium et un chorion. La muqueuse respiratoire comporte un épithélium respiratoire et un chorion. L'épithélium est constitué par 2 types de cellules, les cellules ciliées et les cellules caliciformes. Donc, ces 2 types de cellules caractérisent l'épithélium respiratoire. Donc, premièrement, les cellules ciliées et les cellules caliciformes. On appelle les cellules caliciformes également les cellules à mucus à pôle apical ouvert ou encore mucus
des cellules à mucus ouvertes. Cet épithélium est de type stratifié au niveau de la muqueuse nasale. Donc au niveau des fosses nasales, la muqueuse respiratoire possède un épithélium stratifié. Il est de type pseudostratifié au niveau de la trachée et les branches extralobulaires. Donc au niveau des fosses nasales, l'épithélium est de type stratifié. Par la suite, au niveau de la trachée et des branches extralobulaires, on va trouver un épithélium qui est de type pseudostratifié. Cet épithélium respiratoire repose sur une lame basale. Donc voici une présentation schématique de la muqueuse respiratoire. On a dit que la muqueuse respiratoire comporte un épithélium qui repose. Donc voici une lame basale. Donc vous avez un épithélium qui repose sur une membrane basale. Sous cet épithélium, il y a un chorion conjonctivo-vasculaire. Donc vous avez un chorion. Donc tout ça, c'est la muqueuse respiratoire qui est constituée par un épithélium et un chorion. L'épithélium respiratoire comporte, on a dit, deux types de cellules. Il y a les cellules ciliées, on voit au pôle apical des cellules, donc des cils. Et deuxième type de cellules, on a les cellules caliciformes. Ce sont des cellules à mucus, leur cytoplasme est bourré de grains de mucigène qui contiennent du mucus. Et on appelle également cette cellule, c'est une cellule à mucus au pôle apical ouvert. Pour le chorion, donc le chorion, c'est un chorion conjonctivo-vasculaire. On va trouver des glandes à mucus et des glandes séreuses. Donc dans cette glande, on a les deux types de cellules, des cellules à mucus et des cellules séreuses. C'est une glande mixte. Donc il y a également des vaisseaux sanguins, des formations nerveuses et des vaisseaux sanguins. On remarque sur l'écho histologique que l'épaisseur de cette muqueuse respiratoire diminue en allant des fosses nasales vers les parties profondes de l'arbre bronchique, ainsi que l'épithélium de cette muqueuse. Son épaisseur diminue en allant des fosses nasales vers les branches suslobulaires. On a vu qu'au niveau des fosses nasales, l'épithélium est pluristratifié. Il est constitué de plusieurs assises de cellules épithéliales. Ensuite, au niveau de la trachée et des branches souches, il devient pseudostratifié. Et en allant vers les branches suslobulaires, il devient unistratifié. Donc, l'épaisseur de cet épithélium diminue en allant des fosses nasales vers les branches suslobulaires. L'épithélium respiratoire typique, donc on a dit qu'il est constitué de deux types de cellules, on voit sur cette présentation schématique. Donc vous avez en bas la lame basale avec en haut l'épithélium qui est constitué de deux types de cellules. Il y a les cellules ciliées, on voit le cil au pôle apical, et vous avez les cellules caliciformes. On a dit, ou on les appelle encore des cellules à mucus au pôle apical ouvert. Donc, voici l'aspect au microscope optique au fort grossissement. Donc, on voit l'appareil ciliaire ou les cils au pôle apical des cellules, donc avec la présence. Donc, tout ça, ce sont des cellules ciliées. En plus de ces deux types de cellules qui caractérisent l'appareil respiratoire, on va trouver des cellules basales de renouvellement qui se localisent à la partie profonde de l'épithélium. On remarque que toutes les cellules reposent sur la lame basale. Là, donc, le type d'épithélium, c'est un épithélium pseudostratifié. Les cellules superficielles sont cylindriques, donc c'est un épithélium cylindrique pseudostratifié comportant les cellules ciliées et les cellules caliciformes. Voici donc une autre vue pour vous montrer les cellules caliciformes. Donc on a toujours notre épithélium respiratoire avec les cellules ciliées et là on voit très bien les cellules caliciformes. Donc elles possèdent un noyau qui est refoulé au pôle basal de la cellule et le reste de la cellule est bourré de grains de mucigène. Donc voici une autre vue. Donc vous avez une cellule caliciforme dont les deux tiers supérieurs de la cellule sont remplis de grains de mucigène et on voit au pôle apical des cellules les cils.
Voici l'aspect des cellules ciliées, plus exactement les cils des cellules ciliées à la surface de l'épithélium respiratoire. Donc voici l'appareil ciliaire de notre épithélium respiratoire et là c'est le pôle apical des cellules caliciformes. Donc là c'est une vue de l'épithélium, de la surface de l'épithélium respiratoire au microscope électronique. On a un autre type de cellules qui se trouvent au niveau de l'épithélium respiratoire. On appelle ces cellules des cellules neuroendocrines. Donc ce sont des cellules d'origine neuroectoblastique. Elles proviennent plus exactement, le neuroblast des crêtes neurales. Ces cellules sont rares et elles sont neurosécrétoires. Neurosécrétoires parce que l'origine est neuroectoblastique et elles vont sécréter et elles ont un rôle sécrétoire. C'est pour ça qu'on les appelle neurosécrétoires. Au microscope électronique à transmission, on remarque que ces cellules possèdent des granules denses aux électrons. Ces cellules sont identifiables par des colorations spéciales au sel d'argent et par luminohistochimique. Le rôle de ces cellules, c'est la régulation locale des fibres musculaires lisses qui se trouvent au niveau de la paroi. Ces cellules neuroendocrines appartiennent au système qu'on appelle le système endocrinien diffus. Donc le système endocrinien diffus, c'est un ensemble de cellules endocrines d'origine neuroectoblastique. Les cellules de renouvellement appelées encore, donc on a dit qu'elles se localisent au pôle basal de l'épithélium, à la partie profonde de l'épithélium. Ce sont des cellules indifférenciées, c'est-à-dire ce sont des cellules jeunes, on les appelle des cellules de remplacement, car en se divisant, elle va donner les différents types de cellules de l'épithélium respiratoire, que ce soit les cellules ciliées ou bien les cellules caliciformes, ou elle peut donner également les cellules neuroendocrines. Donc, au microscope optique, au fort grossissement, donc on voit donc les cellules basales. Donc, elles occupent la partie profonde de l'épithélium. Voici leur aspect. Donc, la partie profonde uniquement, elle occupe la partie profonde de l'épithélium. Donc, ce sont des cellules de remplacement. On a décrit l'épithélium respiratoire, donc on a dit que la muqueuse respiratoire possède un épithélium et un chorion. L'épithélium, c'est un épithélium qui comporte des cellules ciliées et des cellules caliciformes. Donc ces cellules caractérisent l'épithélium respiratoire. En plus de ces deux types de cellules, il y a les cellules de remplacement et les cellules neuroendocrines. Maintenant, on va voir l'aspect du chorion de la muqueuse respiratoire. Donc, le chorion, c'est un chorion conjonctivo-vasculaire. Au niveau de la muqueuse nasale, le chorion se répartit en deux couches. Donc, au niveau de la muqueuse nasale, on a dit que l'épithélium, c'est un épithélium respiratoire stratifié. Son chorion est conjonctivo-vasculaire, il est réparti en deux couches. Une couche superficielle qui est infiltrée de lymphocytes et une couche profonde qui est conjonctivo-élastique, dense, adhérente au périoste et parcourue par des vaisseaux veineux et lymphatiques. Donc, le chorion au niveau de la muqueuse nasale, au niveau des fosses nasales, donc on le divise en deux couches. Donc, la couche superficielle, on remarque qu'elle est riche en lymphocytes. Et la couche profonde, elle est riche en fibres élastiques et elle est adhérente au périoste. Elle est parcourue de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Voici une photo d'une coupe histologique de la muqueuse nasale. Donc, vous avez l'épithélium. Donc, c'est un épithélium pseudostratifié. On voit sur stratifié à pseudo. Donc, sur cette photo, c'est un épithélium stratifié. Le pôle apical des cellules est cilié. En plus, ces cercles, ce sont des cellules caliciformes. Donc, on a un épithélium respiratoire, un chorion qui est de type conjonctivo-vasculaire. Donc, c'est un tissu conjonctif. On voit qu'il est lâche.
Donc les pointillés c'est les noyaux des fibroblastes. C'est un chorion qui est vasculaire, donc on remarque qu'il y a des fentes vasculaires pleines de vaisseaux sanguins. Également, il est glandulaire, donc on voit que le chorion de la muqueuse nasale, c'est un chorion qui est glandulaire. Il contient beaucoup de glandes séreuses. Également, et en plus, il y a, on a dit, un infiltrat de lymphocytes. Donc, les noyaux arrondis, ce sont des lymphocytes. Donc, le chorion de la muqueuse nasale, c'est un chorion qui est infiltré de lymphocytes. Il est glandulaire et il est richement vascularisé. La muqueuse nasale est différenciée en 3 régions. Donc, sur une vue latérale, donc vous avez tout ça, toute cette partie est revêtue par la muqueuse nasale. Donc, on divise la muqueuse nasale en 3 régions. Vous avez la région antérieure ou le vestibule. Au niveau de cette partie, l'épithélium n'est pas de type respiratoire. L'épithélium est de type malpighien, c'est-à-dire il est pluristratifié, pavimenteux. Au niveau de la région postérieure, cette partie, l'épithélium est de type respiratoire. On appelle cette région la membrane de Schneider. L'épithélium, au niveau de cette partie, est de type respiratoire, c'est-à-dire il comporte des cellules ciliées et des cellules caliciformes. Il y a une 3e région, c'est la partie supérieure des fosses nasales. Au niveau de cette partie, donc on n'a pas une muqueuse respiratoire, il y a une muqueuse qu'on appelle la muqueuse olfactive. La muqueuse olfactive représente l'organe de l'olfaction, qui est un organe des sens. On va voir la structure détaillée de cette muqueuse olfactive quand on fera le chapitre organes des sens. Je reprends. Donc les fosses nasales, on divise les fosses nasales en 3 régions. Une région antérieure, une région postérieure et une région supérieure. La région antérieure, l'épithélium est de type malpighien, c'est-à-dire pluristratifié pavimenteux. Au niveau de la région postérieure, l'épithélium est de type respiratoire. Il possède des cellules ciliées et des cellules caliciformes. Au niveau de cette partie, la muqueuse est appelée muqueuse nasale proprement dite. Et au niveau de la région supérieure, cette région, c'est une région sensorielle, est appelée muqueuse olfactive. Elle comporte l'organe de l'olfaction. Au niveau de la muqueuse rhinopharyngée, maintenant on va voir la structure histologique du chorion au niveau de la muqueuse laryngée. Le chorion est fibreux. Il renferme des petites glandes salivaires mixtes et des nodules lymphoïdes dont certains forment une masse qu'on appelle l'amygdale pharyngien de Luschka. La muqueuse laryngée, observée sur une coupe longitudinale, la paroi du larynx est tapissée d'une muqueuse qui offre 4 épaississements, correspond à 2 variétés de cordes vocales. On a les 2 cordes vocales supérieures, ou appelées encore les bandelettes ventriculaires, ou encore les fausses cordes vocales. Ce sont de simples replis de la muqueuse sur une saillie conjonctivo-fibreuse. L'épithélium à ce niveau est de type respiratoire, donc il est prismatique, pseudostratifié, comportant les cellules ciliées et les cellules caliciformes. Les 2 cordes vocales inférieures, ou les vraies cordes vocales, elles limitent un espace qu'on appelle la glotte. C'est un repli de la muqueuse sur une saillie du ligament vocal fibroélastique. L'épithélium est de type pharyngé. Il est pavimenteux stratifié, non kératinisé. Donc voici une vue plongeante sur le larynx. Donc elle permet d'observer les constituants du larynx. Donc vous avez l'épiglotte en haut, vous avez là en haut les bandelettes ventriculaires ou bien les fausses cordes vocales
ou les cordes vocales supérieures, et en bas, vous avez les vraies cordes vocales ou les cordes vocales inférieures qui délimitent un espace au milieu qui s'appelle la glotte. Sur une coupe frontale, donc on voit deux cordes vocales supérieures, donc on appelle les bandelettes ventriculaires, et vous avez en bas les vraies cordes vocales. Les deux limitent un espace qu'on appelle le ventricule du larynx. Sur une coupe histologique vue au microscope optique au faible grossissement, on voit qu'il y a donc deux épaississements. Vous avez les cordes vocales supérieures et les cordes vocales inférieures. La surface est revêtue par un épithélium. Donc vous avez deux épaississements supérieurs et deux épaississements inférieurs. Chaque épaississement comporte un épithélium. Donc pour voir l'aspect de l'épithélium, on passe au fort grossissement pour voir le type des deux épithéliums. Donc au niveau de cette partie, au fort grossissement, on remarque que l'épithélium est de type pseudostratifié et les cylindriques pseudostratifiés ciliés. Donc c'est un épithélium de type respiratoire. Donc cet épaississement est revêtu par un épithélium de type respiratoire. C'est une coupe histologique qui passe par les bandelettes ventriculaires, et au niveau de cette partie, on voit au fort grossissement que l'épithélium est pluristratifié, pavimenteux, non kératinisé. Donc là, c'est l'épithélium qui couvre les vraies cordes vocales, ou l'épithélium est de type malpighien, ou appelé encore type épidermoïde. Le chorion de la muqueuse des cordes vocales est riche en fibres élastiques et il renferme des formations lymphoïdes et glandulaires. On voit les formations, donc là, ce sont des formations glandulaires du chorion de la muqueuse respiratoire. Donc on voit donc là que le chorion est riche en formations glandulaires. Maintenant, on va voir la structure histologique de la trachée. La paroi trachéale est organisée en trois plans, qui sont la muqueuse, la sous-muqueuse et l'adventice. Donc la trachée est un conduit aérien qui comporte donc une lumière bordée par une paroi. Cette paroi comporte trois couches, une muqueuse, une sous-muqueuse et une adventice. Donc de la lumière vers l'extérieur, on a muqueuse, sous-muqueuse et adventice. La muqueuse, donc elle comporte un épithélium pseudostratifié de type respiratoire qui repose sur une lame basale et un chorion fibroélastique richement vascularisé comportant un infiltrat lymphoïde abondant et quelques glandes trachéales mixtes. La sous-muqueuse, la deuxième couche ou la couche moyenne, elle est organisée en deux plans. Un plan interne qui est conjonctivo-glandulaire, il renferme la majeure partie des glandes trachéales. Ce sont des glandes mixtes à prédominance séreuse. Le plan externe, il est fibrocartilagineux. Il renferme un arc de cartilage hyalin en forme de fer à cheval, ouvert à l'arrière, où ses extrémités postérieures sont reliées par un muscle lisse appelé le muscle trachéal et par des faisceaux de fibres de collagène et des fibres élastiques qui forment le ligament trachéal. La troisième couche, la couche externe, c'est l'adventice. Elle est de type fibro-adipeuse. Une coupe transversale de la trachée. Donc vous avez une lumière qui est bordée par une paroi. Cette paroi comporte trois couches. Vous avez une muqueuse, une sous-muqueuse et adventice. La muqueuse comporte un épithélium et un chorion. La sous-muqueuse est un tissu conjonctif qui comporte dans sa partie interne des glandes et dans sa partie externe du cartilage. Le cartilage au niveau de la trachée, c'est un cartilage de type hyalin. Il a la forme d'un arc. Il forme un arc en forme de fer à cheval qui est ouvert à sa partie postérieure.
Donc là, c'est la partie postérieure de la trachée. Les deux extrémités de cet arc sont reliées par du muscle lisse qu'on appelle le muscle trachéal. En plus, bien sûr, le ligament trachéal. Sur une coupe histologique au faible grossissement, on voit du cartilage. Donc là, ce sont des pièces cartilagineuses. C'est la partie inférieure de la trachée. Vous avez les pièces cartilagineuses, vous avez la muqueuse qui comporte un épithélium, un chorion. Donc tout ça, c'est la paroi de la trachée. Au plus fort grossissement, on voit l'épithélium. Là, c'est une présentation schématique de la paroi. Vous avez l'épithélium qui est pseudostratifié. Il comporte les cellules caliciformes et les cellules ciliées. Il repose sur la membrane basale. Le chorion, c'est un chorion conjonctivo-glandulaire. Ensuite, donc, il est également élastique, il contient des fibres élastiques. La deuxième couche, donc vous avez la sous-muqueuse. Sa partie interne comporte des glandes, donc elle est conjonctivo-glandulaire, et sa partie externe fibrocartilagineuse. Elle contient, donc il y a du tissu fibreux et elle contient des pièces cartilagineuses. Donc vous avez, les glandes sont mixtes, les glandes trachéales, on trouve des glandes à mucus et des glandes séreuses. Ces glandes, ce sont des glandes exocrines. Donc vous avez du cartilage hyaline et la face externe ou la troisième couche, c'est l'adventice, c'est du tissu conjonctif lâche, il contient du tissu adipeux et des vaisseaux sanguins. Voici l'aspect de la paroi trachéale vue au microscope optique. Donc vous avez l'épithélium respiratoire, le chorion, donc tout ça c'est le chorion, là c'est des vaisseaux sanguins, la sous-muqueuse, donc vous avez la partie interne, tout ça ce sont des glandes mixtes, on voit des glandes, une partie séreuse et là c'est une partie à mucus, partie muqueuse. Donc la partie interne elle est glandulaire, la partie externe elle contient, donc là vous avez une partie de la trachée, une partie du cartilage hyaline. Tout ça c'est du cartilage hyaline. Cette partie vue au microscope optique, vous avez cet aspect qu'on voit coupe histologique vue au microscope optique de la paroi trachéale.